Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, Jérôme Niyonzima, une nouvelle équipe gouvernementale vient d'être mise en place. C'est une équipe de 13 ministres, dont le Premier ministre, où il est le 14e. Avec le Premier ministre, ça fait 14 personnes. Ça fait 14 membres. Avec le secrétaire général de l'État, ça fait 15. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, quelle était la motivation de la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale? Quelle était la motivation? Quel est le contexte? La grande motivation de la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale, c'est beaucoup plus la mise en œuvre de la réalisation des objectifs de la vision 2040, 2060, pays émergents, pays développés. C'est ça la grande motivation. L'année 2025 ayant été qualifiée de la référence, année de référence pour le début de la marche vers un Burundi émergent. Un début de la marche vers un Burundi émergent. Ouais. Décembre 2004, c'était le lancement de la vision. 2024. 2024. Ouais. Décembre 2024, c'était le lancement de cette vision 2040, 2060. Est-ce que on peut penser que c'est pas tard? Non, c'est une année de référence, vous savez. De 2020 à 2025. C'est 2024 que la vision a été définie. C'est vers la fin de l'année 2024. Donc, démarrer effectivement la marche vers la vision en 2025, ce n'est vraiment pas le diable. L'essentiel, c'est la marche. Alors, la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, est-ce que quels étaient les critères d'appartenir à cette équipe? C'était beaucoup plus 3 critères. C'est la compétence, le patriotisme et l'équité. Entendez par ici les capacités ou les compétences techniques, elles étaient mises en avant. C'était la priorité aux compétences techniques avant l'appartenance politique ou toute autre chose. Et au niveau de l'équité, je veux dire, il fallait tenir en compte les équilibres constitutionnels et de diversité, vous l'avez dit. Ouais, diversité, je veux dire la provenance provinciale, l'appartenance aux partis politiques ou à la société civile, l'ethnie, Hutu, Tutsi, Twa, Ganois, etc. C'était dans ce sens que je parlais du concept de l'équité, je veux dire l'équité sociale. Vous parlez d'appartenance politique, mais une certaine opinion dit que tous les membres du gouvernement appartiennent aux partis politiques et au pouvoir CNDD-FDD. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que c'est une opinion, mais ce n'est pas correct. Moi, tu dirais que j'appartiens à quel parti politique? Proche du CNDD ou du CNDD. Proche, ce n'est pas un parti politique. Tu diras que le ministre de la Défense nationale appartient à quel parti politique? Madame Chantal. Et de la société civile. On va parler de la femme. Le ministre de la Justice. Tu diras qu'il appartient à quel parti? Donc c'est pour vous dire que les opinions, c'est bien. L'opinion a le droit de penser ou d'imaginer que... Est-ce qu'il y a un représentant dans notre parti politique? Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation dans tout ça. C'est juste les compétences. C'est les compétences, c'est le patriotisme, mais c'est aussi l'équité. Le gouvernement a été inclusif. Que personne ne soit. Vous pensez que le très gouvernement... inclusif, même. Il y a une équipe de 13 ministres. Vous pouvez trouver 4 ou 5 qui n'appartiennent pas au CNDD-FDD, pourtant vainqueurs de ces élections qui viennent de se dérouler.
Donc, c'est vraiment regarder un gouvernement qui comprend toutes les ethnies, Hutu, Twa, même Ganois, et au niveau du genre, la diversité, 4 femmes sur 13, donc on voit que... Dont la ministre de la Défense. C'est pour le ministère de la Défense que vous confiez à une femme. Vous pensez que ça va être facile pour elle de diriger des généraux? Il y a des gens comme Massengo qui pensent que les femmes ne sont pas capables. Non, c'est pas que ça. À l'armée, les grades comptent beaucoup. Non, là, ça elle n'est même pas colonel. Vous savez, aujourd'hui, la politique du gouvernement, ce n'est pas qu'un ministre fasse les choses techniques. Le ministre, il définit la politique et les orientations stratégiques du ministère. Et les techniciens sont à l'œuvre au niveau des départements. Donc, si la femme ne réussit pas à définir la politique et à donner des ordres en général et les orientations stratégiques au niveau de son ministère, ce n'est pas parce que c'est une femme, ce serait parce qu'elle est incapable. Et non pas parce que femme, mais parce que même un homme serait incapable dans ce sens. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la ministre de la Défense qui ira sur le front quand il faudra intervenir à RDC ou ailleurs. Non, mais elle définit la politique et les grandes orientations stratégiques de tout le ministère. Et les techniciens, chacun en ce qui le concerne, ils sont mis à l'œuvre. Alors, c'était une parenthèse. Moi-même, je suis d'accord, je soutiens la masculinité positive. Et l'esprit de la mise en place de cette nouvelle équipe, c'est lequel? Pardon? L'esprit de la mise en place de... Oui, c'est beaucoup plus la mise en place des compétences techniques, mais c'est aussi et surtout la décentralisation effective de l'administration, mais aussi des politiques de développement. Mais c'est aussi le souci de promouvoir les secteurs porteurs de croissance économique. On veut en finir avec les difficultés qui nous sont causées par le manque de devises ou l'insuffisance des devises. Parce que maintenant, avec les secteurs porteurs de croissance, il va falloir produire beaucoup plus, consommer et puis exporter. Le secteur minier, par exemple, vous avez vu qu'il a été mis ensemble avec l'énergie, mais aussi ensemble avec l'énergie, le commerce et l'industrie et le tourisme. Tout ça combiné. Oui, tout ça, si vous regardez bien, ce sont des secteurs complémentaires. Aujourd'hui, si vous voulez installer une usine ou une industrie, il va sans dire que vous aurez besoin de beaucoup plus d'énergie. Vous avez besoin de vendre ou d'écouler les produits transformés, si une fois vous faites une usine de transformation, et vous aurez besoin d'attirer les investisseurs. Pas seulement les investisseurs, je parle du tourisme maintenant. Ce sont les touristes qui viendront non seulement pour contempler les sites touristiques, mais aussi qui amèneront des devises, on veut dire de la monnaie étrangère. Ça ne va pas être lourd à gérer? Non, ça ne va pas être lourd parce que... Vous passez de 15 ministères à 13. On est dans une autre politique. Une politique où le ministre est comme un chef de bataillon qui commande. C'est-à-dire qui définit la politique et les orientations stratégiques et les techniciens sont à l'œuvre. En fait, les grands défis ou les grandes difficultés ou la grande erreur que les gens peuvent commettre, c'est de penser que le ministre met en œuvre les activités. Oui, il définit l'objectif global et les objectifs spécifiques
mais les activités, les résultats sont attendus au niveau de la mise en œuvre sur le bas niveau. Donc ça veut dire que un ministre qui pense lui-même pouvoir travailler, faire le travail, opérer le travail technique, il ne sait pas commander et transmettre les orientations ou les instructions au niveau des compétences techniques. Il ne sait pas non plus identifier les talents qui se retrouvent dans Massengo ou dans Jérôme. Parce qu'après avoir identifié les talents qui se trouvent dans chacun, c'est là où vous pouvez dire, ah, vous allez nous faire ça parce que j'ai découvert des talents dans ce sens. Et le ministre, il est là, il coiffe, et il supervise. Des responsables des partis politiques se plaignent de n'avoir été choisis pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Qu'est-ce que vous leur dites? Sauf que ce n'était pas une obligation. Sauf que ce n'était pas une obligation de les mettre dans l'équipe. Mais quand vous parlez d'équité, quand vous parlez de partage, c'est bien sûr. C'est des principes qui... D'abord, faire partie de CNDD-FDD, ce n'est pas une infraction. Ça, c'est un. Non, bien deux. sûr. Maintenant, sur 13 personnes, il y a moyen de trouver 4 ou 5 personnes qui ne sont pas de ce parti au pouvoir, de ce parti CNDD-FDD. En plus, regardez bien, les gens, et je crois que c'est une sorte de mauvais héritage qu'on a hérité de je ne sais qui, peut-être du colonisateur. Quand je ne suis pas de l'équipe, je pense qu'il n'y a pas d'équité. Et ça, c'est un grand problème. Il y a des gens qui se mettent là, qui disent, mais on n'a pas pensé à moi, donc ce n'est pas équilibré. Alors, il y a des gens qui le disent, qui disent, nous avons été écartés juste pour plaire à certains esprits, ou pour nuire à certains autres, mais qui savent que ce qu'ils disent n'est pas correct. Je vois par exemple, est-ce que Alain, ministre des Finances, est-ce qu'il est dit par CNDD-FDD ou il est d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que Chantal est de CNDD-FDD ou il est d'ailleurs? Est-ce que Cathy Hab Artemon, il est de CNDD-FDD ou il est d'ailleurs? Lydia Sekira, il est de quelle formation politique? Kibeya, il est de quelle formation politique? Bougaga, que vous connaissez très bien, ministre de l'information, de la communication, il est de quelle formation politique? Donc il y a... C'est à toi de le prouver. Mais je me dis que vraiment les gens doivent apprendre à reconnaître ce qui est positif. Le minimum, c'est de reconnaître que c'est un gouvernement avec un équilibre sur le plan diversité. Les autres compétences techniques, même les gens de CNDD vous diront pourquoi vous avez mis ces gens qui viennent de la société civile alors que nous avons gagné, nous sommes là, nous n'avons pas été impliqués. Et ça, ce sont les gens de CNDD qui n'ont pas hérité de place dans cette équipe. Ils vous diront ça. Donc, c'est un peu pour dire que un gouvernement qui puisse satisfaire tout le monde, c'est quand même un combat de longue haleine. Alors, on va parler de l'esprit de cette nouvelle équipe, de cette mise en place d'une nouvelle équipe. L'esprit, c'est quoi exactement, concrètement, pour l'intérêt du citoyen qui nous entend aujourd'hui, c'est quoi? Il faut quitter le bureau. Il faut quitter le bureau, je veux dire, il faut que la décentralisation soit effective. Il ne faut pas que les gens pensent ou continuent à penser que on va rester au ministère pour raisonner à la place de tous les citoyens, mais il faut viser le citoyen lambda qui se trouve à la base du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, au niveau des priorités du gouvernement, et l'équipe qui vient d'être mise en place devra en tenir compte. Il faut vraiment que les conseils communaux, les membres des conseils communaux ou les conseils communaux prennent ou jouent le rôle de député communal. Ça, vraiment, les gens doivent penser dans ce sens. Des conseillers communaux qui ont le rôle de député en commune, ça veut dire qu'ils vont voter les programmes, ils vont aussi voter le budget.
Et il y aura maintenant une sorte de compétition au niveau du développement. Les communes qui constituent la province vont devoir entrer en compétition pour le développement, et même les provinces à leur tour seront ainsi. Et maintenant, on va dépêcher des équipes en fonction des talents dans chaque commune. S'il y a une commune qui peut développer un secteur bien défini, on va y mettre du paquet. Au lieu de naviguer dans tous les sens, on va prioriser les secteurs qui sont porteurs de croissance dans chaque commune, dans chaque entité administrative à la base. Alors, quelles sont les garanties d'inclusivité dans tout ce que le gouvernement est en train de faire? Inclusivité, ça veut dire que... Ça veut dire que faire participer tout le monde, tous ceux qui peuvent contribuer au développement du pays. Voilà. Dernièrement, quand il y a eu proclamation des résultats, les résultats ont prouvé que le CNDD-FDD avait remporté la majorité des sièges, la majorité des votes. Et je me souviens avoir entendu son Excellence dire: désormais, il ne faudra plus que des gens pensent qu'ils vont être nommés à des postes de responsabilité parce que c'est CNDD-FDD. Parce que finalement, tout le monde a voté CNDD-FDD, et donc, c'est comme si tout le monde était des militants du CNDD-FDD. Donc, si je vous choisis Massengo, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire: mais Massengo, vous le mettez alors qu'il n'est pas du parti vainqueur. Parce qu'il a voté. Il est supposé avoir, il est réputé avoir voté pour le parti vainqueur. Parce qu'on ne peut pas remporter à 100%. Le vote, c'était secret. Oui, sans avoir été voté par tout le monde. Ça, c'est quand même une dose d'inclusivité. Et quand il avait lancé son message, je sais que certains membres du CNDD-FDD avaient pensé: il va nous trahir, il va introduire d'autres personnes qui ne sont pas du parti. Et il l'a fait. Mais je crois que les gens doivent considérer ça comme une opportunité, parce que les gens qui sont capables ne sont pas d'une seule formation politique. Qu'est-ce qui nous dit que les ministres qui viennent d'être nommés sont de vrais technocrates? C'est quoi? Ils ont été ciblés. Ils ont été ciblés, ça a pris du temps. Ils ont été ciblés en fonction des besoins du moment. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est ça que nous devons viser. Aujourd'hui, nous avons besoin de quitter, de vivre le principe de vivre de la manne. Parce que jadis, nous, on avait des devises qui nous étaient accordées dans le sens de l'appui budgétaire. Mais aujourd'hui, c'est fini depuis 2015. Maintenant, nous devons créer de la monnaie. Et dans tous les secteurs de la vie, il faut identifier des techniciens. Il faut identifier des gens qui sont capables dans le secteur minier, parce que nous voudrions voir le secteur minier relever notre niveau de réserve en devises. Et ça, c'est possible. Parce que déjà avec les jeunes qui aujourd'hui sont vraiment très innovatifs, ils sont en train de se battre pour mettre en place, ou pour mettre en pratique des projets innovants où ils vont créer des emplois. Ils sont en train de créer des emplois et ils n'ont besoin que d'un encadrement sincère et proche. Et ça, c'est possible maintenant dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, mais aussi dans le secteur du commerce formel. Donc, vous voyez que il faut cibler, il a fallu cibler des gens dans ces divers secteurs. Sinon, s'il fallait compter sur l'appartenance politique, il aurait suffi de s'adresser aux représentants du parti, au pouvoir, et dire amener les noms et on les met là. Ça n'a pas été fait comme ça. Mais c'est toi, je t'ai posé la question. Et si c'était ça, nous qui n'appartenons pas
au parti au pouvoir. Vous parlez du secteur minier, vous parlez de... Ouais, je parle du secteur énergétique aussi. Oui, alors les priorités, effectivement, quelles sont les priorités de ce nouveau gouvernement? Il y a 5 secteurs prioritaires. Il y a le secteur minier, vous en avez dit. Oui, le secteur minier, mais j'ai parlé aussi du secteur énergétique. Là, il faut multiplier les barrages ou les autres sources d'énergie. Là, c'est complémentaire, oui. Oui. Et puis, je parle de l'agro-élevage qui est couplé aussi à la transformation. À la transformation des produits de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Et puis, la résilience au changement climatique, c'est très important parce que nous allons devoir instaurer une 3e saison culturelle. Et ça, c'est très important, il faut que les gens le comprennent. C'est la saison sèche, dite saison sèche. Oui. Où les gens doivent maintenant progresser vers l'irrigation, même modernisée, pour permettre aux gens de continuer à vaquer aux activités agricoles, même en période sèche. Donc ça, c'est aussi un domaine qu'il faut mentionner. À côté du secteur agro-élevage, c'est la promotion des TIC. Donc, où tous les secteurs, où tous les services publics devront être numériques. Oui, monsieur Jérôme, de 2020 à 2025, on n'a pas vu le Burundi bouger vers un développement remarquable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut nous garantir que les choses vont changer? Qu'est-ce que vous appelez développement visible? Vous voulez? C'est dit en fait, l'état des routes. Et regardez à côté l'état des routes, regardez les coupures du courant électrique, et regardez les pénuries d'eau dans plusieurs milieux ruraux, même dans les centres urbains. C'est des faits qui sont là, qui ne trompent pas. Il y a des Burundais qui risquent de croire que vous ne bougez pas du studio de Bonesha. Parce que si jamais vous sortez du studio de Bonesha, il y a des gens qui vous diront, moi, je suis en train de regarder les embouteillages qui insinuent qu'il y a eu beaucoup de véhicules tout neufs, vraiment neufs achetés. Et je suis en train de contempler. Ou des embouteillages parce qu'il y a très peu de routes praticables. Effectivement, ça c'est un défi, c'est entre autres défis qu'on pourra peut-être, sur lequel on pourra revenir, mais ça ne veut pas dire que aujourd'hui, les gens qui sont en train de construire les maisons que vous êtes en train de voir là, et qui aujourd'hui s'attellent à construire en hauteur, ce n'est pas vraiment ce qui était en 2005, vous n'avez pas dit. Oui. Donc sinon, on risque de croire que vous ne quittez pas le studio. Je n'ai pas dit que le Burundi n'avance pas, mais n'avance pas comme on aurait pu le souhaiter. Alors, je voudrais parler de revenir sur ces problèmes d'alimentation en eau, en électricité. Et j'ai parlé de l'état des routes qui bloque les investisseurs, les commerçants qui voudraient écouler leurs biens, leurs productions et qui ont des difficultés C'est vrai. Je peux parler de ces problèmes de marque de devises, de médicaments. Je pense que c'est plein de défis, peut-être on va en parler, mais chaque fois qu'il y a des défis, il y a aussi des solutions. Mais c'est bon que les gens puissent constater qu'il y a des défis. Parce que hier, ce n'était pas ça. Hier, peut-être les gens ne se rendaient pas compte qu'ils ont besoin de beaucoup plus de carburant. Hier, peut-être que les gens ne se rendaient pas compte qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, s'ils ont de petites usines, s'ils ont des industries, de petites industries de transformation, de tout ce que vous voulez, ils ont besoin de beaucoup plus d'électricité. Et c'est bien aussi qu'aujourd'hui, ils constatent que c'est insuffisant parce que ça devient un clin d'œil. Mais ça ne veut pas dire que c'est parti pour autant comme un échec sans retour, parce que, regardez bien, c'est l'une des raisons qui ont fait que
la vision du Burundi 2040 soit définie cette année. Parce que quand vous marchez ou quand vous travaillez sans vision, il est très difficile de vous rendre compte ou de pouvoir évaluer les résultats de vos activités. Mais avec cette vision, maintenant on peut se dire maintenant, si on parle d'un Burundi émergent en 2040, quels sont les indicateurs qui doivent être mesurés ou qui doivent nous permettre de mesurer cette émergence? C'est d'abord qu'avec les 5 provinces, on puisse se rendre compte des facteurs qui puissent nous montrer qu'une province est émergente, a atteint l'émergence. Et puis la commune, l'émergence. Et puis la colline, l'émergence. Et puis on descend. Donc on essaie de définir les indicateurs qui nous permettront de mesurer jusqu'au niveau du ménage. Un ménage émergent, quelles seront les caractéristiques d'un ménage émergent? Maintenant, même Massengo peut mesurer. Est-ce que mon ménage est émergent? Donc, vous voyez qu'avec la définition des objectifs de la vision, il y a moyen d'avancer sûrement. C'est vrai que quand on a suffisamment souffert dans le passé, il est très difficile d'être fier d'un pas franchi. Parce qu'on est en quelque sorte traumatisé. Mais le traumatisme se guérit par thérapie. Donc, ce n'est pas vraiment une piqûre d'un sérum qui permet de changer d'un coup. Mais maintenant, il y a lieu quand même de saluer déjà la prise de conscience de la population, la prise de conscience des jeunes, la prise de conscience de toutes les couches de la population burundaise. Regardez aujourd'hui les initiatives des jeunes, regroupés en paège ou non. Parce que il n'y a pas très longtemps, les gens qui terminaient le baccalauréat ou la licence n'attendaient que le dépôt du dossier ou du diplôme pour être embauchés par l'État. Mais aujourd'hui, les gens ne pensent plus comme ça. Il termine, lui, il a déjà vu le secteur qu'il va aborder, où il va continuer à améliorer ses connaissances. Il se dit, moi, je fonce vers le secteur de l'artisanat, par exemple. Et il va créer de l'emploi. Maintenant, il y a quand même une prise de conscience plus ou moins accélérée, où les gens se rendent compte qu'ils doivent créer de l'emploi et non plus attendre d'être fonctionnaire de l'État. Bien sûr, une vision sans action, ça ne mène à rien, et une planification sans action, c'est aussi... ça ne mène à rien. Planifier sans action. Je on ne planifie pas le budget seulement. On commence par les objectifs, les actions, les actions, les activités. Oui, d'accord. Alors, je voudrais que vous puissiez nous parler un peu de la planification, c'est-à-dire les axes. Vous savez, les grandes difficultés que les gens ont connues, c'est le passage du budget moyen au budget programme. Parce que les gens étaient habitués à être là, on dit, donnez-nous le budget, nous c'est prévu combien, on va définir les activités en fonction du budget. Mais c'est maintenant l'inverse. Il faut définir les activités et puis le budget suit. Donc ça a été d'abord, et je crois que même ce que vous avez évoqué quand vous dites 2020, 2019, je pense que vous faites allusion à ça. Où les gens étaient dans le budget moyen et les gens attendaient l'argent. Ils disent, donnez-nous le budget, on va créer. Et vous trouvez des gens qui nous programment, qui des ateliers de réflexion, parce que c'est le budget qu'il faut consommer. Mais maintenant, il faut définir les activités et bien montrer les objectifs à atteindre et bien montrer les stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs et montrer le budget conséquent. Donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience qui a d'abord été sensibilisé au niveau de tous les intervenants, de tous les acteurs. Et maintenant, je vous ai dit que les priorités sont accordées au secteur porteur de croissance économique. Ça veut dire que maintenant, tous les programmes seront décentralisés. Du niveau central
jusqu'au niveau de la commune. communal. Collinaire. Et là, ça veut dire qu'on va impliquer tous les acteurs. Les petits cultivateurs qui sont à la colline, ils vont contribuer. Parfois sans le savoir, mais des fois aussi avec conscience, parce qu'impliqué. Alors, maintenant, il y a les 5 piliers de la vision. Et parmi ces 5 piliers de la vision, il y a un pilier qui s'appelle engagement de l'État. Ça veut dire que l'État est redevable envers le citoyen. C'est la raison pour laquelle maintenant il faut trouver toutes les facilités pour que, on va devoir trouver toutes les facilités pour que chacun se mette à l'œuvre, produise, consomme et vend et même exporte. Et maintenant, avec les taxes et impôts que le producteur sera en train de payer, il sera dans son droit d'exiger à l'État ce que vous avez évoqué tantôt, les bonnes routes, les infrastructures publiques qu'il faut, parce qu'il a contribué aussi donc à ça. Et il ne sera plus question de ces citoyens qui disent, ou de ces gens qui disent, il faut que l'État nous donne du carburant. Il faut que l'État nous donne les devises. Ça ne sera plus ça. Ça sera plutôt l'inverse. Le citoyen lui-même aura contribué à la production des devises, à la production du carburant, parce que les devises, c'est l'exportation. Un exemple très simple. Dernièrement, j'ai été sur le terrain, dans toutes les provinces pratiquement, pour voir les gens qui sont à l'œuvre au niveau de la culture et des avocatiers, les avocatiers de la qualité dite Teruhere en Kirundi, qui aujourd'hui sont vendus à un prix dérisoire parfois, veulent exporter vers l'extérieur. Si vous allez à Tanzanie, vous allez découvrir ça. En Tanzanie, oui. Mais maintenant que des gens sont en train de produire ou de cultiver des champs de plus de 30 hectares, 50 hectares, 100 hectares même et plus, et des avocatiers, si vous regardez bien, moi j'ai été les voir, qui d'ici septembre seront déjà à l'étape de la cueillette. Et d'ici décembre, d'autres seront déjà à l'étape de la vente. Ça veut dire que maintenant, ce cultivateur qui aura produit ses avocats exportables, il aura contribué à l'entrée des devises. Et vous allez, les gens seront déçus. S'il y a des gens qui continuent à conserver les devises dans les caisses noires à la maison, dans les coffres forts, dans les marmites isées, ils vont découvrir que à un certain moment, ça va chuter et ils n'auront pas quoi en faire. Et ça, c'est un exemple, et je vous donne seulement un exemple d'avocatier. Maintenant, avec les minéraux, aujourd'hui, les jeunes sont conscients qu'ils peuvent travailler pour l'État dans le secteur minier. Il y a des jeunes miniers qui ont été formés et qui connaissent, qui sont des experts, qui peuvent travailler dans les exploitations minières, et ils savent que ça ne se limitera pas à l'exploitation, mais ça ira aussi vers l'exportation. Et quand l'État commencera à exporter, et ce n'est pas dans beaucoup de jours, parce que les jeunes, par exemple, au niveau des minéraux de Murehe, que les colonisateurs avaient engloutis dans les tunnels là-bas, ils ont déjà commencé l'exploitation. Ils s'étaient convenus avec le chef de l'État, ces jeunes qu'ils allaient commencer ils avaient encore 6 mois, mais ils ont déjà commencé la semaine dernière. Ça veut dire que demain ou après-demain, vous pouvez voir des conteneurs sortir, maintenant pour le compte de la République. Et cette devise qui entreront maintenant, ça sera pour tous les citoyens. Et il paraît que la transparence dans la gestion de ces mines, de ces minéraux, manque beaucoup. Donc, à un certain moment, les gens sont comme des traumatisés. Mais j'ai vu comment, par exemple, si les citoyens voient une société ou des gens qui sont en train d'exploiter, ils sont curieux maintenant, ils vont voir. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas?
Et ils écrivent même un message au chef de l'État pour lui dire, dans notre commune, zone telle, il y a des gens qui semblent exploiter des minéraux. Donc vous voyez comment la conscience est déjà autre chose aujourd'hui. Parce que dans le temps, ils s'en foutaient. Il voyait des gens qui partent avec. Bon. Alors maintenant, je parlais d'Amaras Mekitar d'Atari, c'est parce qu'il y a une manie, et une mauvaise pratique qui a été laissée de par le passé, où les gens pensent que les choses de l'État, ça ne me concerne pas. Si c'est l'État qui paie, ce n'est pas la fin du monde. Les gens même qui vous disaient, de par le passé, l'État n'y tombe. Ça veut dire que l'État ne tombe jamais en faillite. Mais l'État, c'est qui? Parce que, donc, ça veut dire qu'à un certain moment, il y avait cette culture où les gens se laissaient même manipuler, corrompre facilement. Mais aujourd'hui, si vous êtes corrompu, s'il y a quelqu'un qui tente de vous corrompre pour vous ôter de tout le patrimoine, les gens n'accepteront pas facilement. Et quel est le remède que vous apportez face à ça, à cette culture, à cette... Mais c'est le travail de la quadrilogie. Parce que c'est une prise de conscience continuelle. Les gens sont appelés, non pas à attendre que le policier s'invite de lui-même, ou que l'administration s'invite d'elle-même, mais que le quatrième sommet de la quadrilogie, ça veut dire le citoyen, la population, ils doivent jouer leur rôle. Ces gens-là, ça veut dire quoi? Donner les informations nécessaires. Dévoiler ou dénoncer les malfaiteurs, les dilapideurs et les malversateurs du trésor public, parce que ça nous appartient tous. Évidemment, c'est une éducation. C'est une éducation qu'il faut... Ce n'est pas quelque chose qui va être injecté comme par seringue, mais c'est une éducation patriotique. Alors, vous parlez de budget programme, vous avez parlé de digitalisation, mais c'est des politiques où on remarque une réticence réelle. Qu'est-ce que vous envisagez? Oui, c'est vrai. Il y a une réticence. C'est vrai, il y a un passé douloureux, qui malheureusement a laissé des séquelles au niveau des citoyens. C'est maintenant que, par exemple, dans le temps ou de par le passé, les sanctions qui étaient infligées au niveau de la corruption étaient destinées aux corrompus, aux surpris en plein qui prenaient qui reçoivent la corruption. Mais maintenant, il faut comprendre que et le corrompu et le corrupteur doivent être punis de la même manière. Et c'est comme ça que les gens finiront par découvrir que ce n'est pas seulement finalement la personne qui s'est rendue coupable d'avoir perçu de l'argent et d'avoir perçu la corruption, mais celui qui a donné sera aussi sanctionné. Évidemment, c'est une éducation. Parce que je sais que si tu as perçu la corruption et qu'on ne t'a pas dénoncé, tu ne vas pas c'est pas à toi d'aller te faire voir auprès des gens des décisions qui doivent vous punir. Mais on parle de la corruption, on parle aussi de l'impunité. C'est vrai, ça c'est aussi un mal parmi les mots d'héritage depuis très longtemps. Mais si vous parlez de l'impunité, c'est difficile de le dire globalement comme ça, parce que il y en a qui croupissent aujourd'hui, qui sont en train d'être punis pour s'être rendus coupables de ces mots, et qui aujourd'hui vous entendent tourner pour se dire qu'il y a de l'impunité qui s'infile. Donc, ils risquent de vous entendre mal. Qu'est-ce que vous dites du partage du pouvoir, le partage du gâteau national entre les filles et les fils de ce pays? Mais l'esprit de partage. Quand vous parlez de gâteau national, moi j'entends plutôt les opportunités.
Il faut mettre les opportunités. Ce sont les opportunités égales à tout le monde. Sinon, il ne faut pas penser que le partage du gâteau, c'est comme ce qui avait été inscrit dans l'accord d'Arusha où on dit il faut 4 Hutus, il faut 4 Tutsis ou 6 Hutus, c'est une équipe de 10. Ce n'est pas ça. Moi, je sens que moi, ce que je crois, et je pense, c'est ce que le gouvernement sent. Il faut donner la chance à tout le monde, de pouvoir exhiber ses talents, de pouvoir exhiber ses compétences, de pouvoir exhiber ses performances. C'est ça l'égalité de chance et d'opportunité. Et c'est ça, et non pas dire Masengo vient parce que tu es tout, parce que tu es tout ici. Donc ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça qui a guidé la nomination des membres du gouvernement? C'est justement l'équité sociale. C'est justement l'équité sociale, les compétences et le patriotisme, mais aussi le souci de respecter les équilibres constitutionnels. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la Constitution prévoit certains chiffres qu'il faut respecter, bien sûr, parce que c'est la Constitution. Mais c'est un grand défi, et je crois qu'avec le temps, ça va finir, parce que vous pouvez trouver une compétence dans Masengo, et vous dites, malheureusement, même si Masengo, on voit qu'il était capable, comme il n'est pas Hutu, alors que c'est une place pour les Hutus, ça devient un problème. Oui. Donc ça, c'est quand même un défi. On va franchir cette barre progressivement, parce que c'est une écriture qui nous est imposée par le passé, et la Constitution et a été définie ainsi. Si ça prévoit comme ça, on veut dire, on voudrait que Jérôme est capable, au regard de ses compétences techniques, à son niveau, mais comme il n'est pas Tanyerera, ça devient un problème. Donc tu vois, ce sont des équilibres, c'est vrai qu'ils sont venus corriger certaines injustices, mais avec le temps, à un certain moment, ça peut même bloquer. Ça devient des fois difficile de pouvoir identifier la personne qui répond à la fois à la compétence technique, mais aussi à l'équilibre constitutionnel. Ouais. Les forces de cette nouvelle équipe sont lesquelles? La première force, c'est que c'est une équipe avec diversité. Donc, une équipe diversifiée, avec des acteurs qui proviennent de divers secteurs. Dans le parti politique. Non, c'est vous qui le dites. Mais je vous ai dit, mais vous voulez que je vous le répète? Alain, il est de quel parti? Chantal est de quel parti? Artemo, il est de quel parti? Sekela, il est de quel parti? Kibeya, il est de quel parti? Jérôme est de quel parti? Bougaga, de quel parti? Donc, à un certain moment, les gens peuvent se regrouper dans un coin et commencer à vougler les têtes des gens en montrant que c'est un seul parti. Même si ce n'était même pas interdit qu'il soit des seuls partis, dans le souci de la diversité et de la mise en avant des compétences techniques, il a été mis en place une équipe tellement diversifiée que tout le monde peut voir à l'œil. Alors, même si c'était des gens dans le même parti politique, l'essentiel c'est qu'ils soient compétents et responsables. Ce n'est pas interdit. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'on a besoin de retrouver les compétences dans tous les secteurs de la vie. Et c'est pour rassurer aussi les autres. Parce que vous savez, ce que son Excellence avait évoqué, il avait dit, mais vous avez tous voté pour le CNDD-FDD, donc... Ce qui n'est pas vrai. C'est correct. Toi, tu n'as pas vu les résultats. Donc, si tout le monde a voté pour le CNDD-FDD, mais il dit, donc ça veut dire que tous les Barundi, ils sont là pour le CNDD-FDD, donc ne me dites pas que vous êtes plus du CNDD que les autres. Et ça, certains militants du CNDD-FDD ont mal perçu. Ils ont pensé, il va trouver d'autres gens qui ne sont pas dans notre formation politique. Et c'est ça vraiment le grand défi. Parce que si je dois trouver des techniciens, je ne vais pas les trouver au CNDD-FDD seulement. Mais lui, il voulait dire, maintenant que tout le monde a voté pour le CNDD-FDD, ça veut dire que même les autres qui ne sont pas
de cette information politique, ils ont voté pour vous. Donc, si je prends des gens capables là-bas, pas de problème. Alors, vous avez parlé... Vous avez voté pour le CNDD aussi, vous aussi. C'était secret, c'était secret, donc, oui. Alors, on va revenir sur la corruption. La corruption, on en parle depuis 2010, 2005, je pense. Je ne me rappelle plus très bien. Et vous parlez de la corruption et les choses n'ont pas beaucoup marché dans ce domaine, dans ce secteur de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous apportez de plus pour combattre la corruption? Vous savez, ça c'est vraiment un défi qui a été toujours manifeste, mais comme c'est déjà constaté, le gouvernement envisage de mettre en place une agence, vous voyez, une agence c'est comme une agence de surveillance ou de lutte contre la corruption, une agence nationale qui aura des antennes où les gens vont dénoncer, d'autres vont lutter contre ça et ça va être efficace. Alors, on va avancer, revenir sur le partage du pouvoir. Quand la démocratie partage du pouvoir, je veux dire que les autorités, les responsables écoutent les autres. Je vous ai dit que pour moi, ce qui est important, et pour le gouvernement de la République du Burundi, ce qui est important, c'est d'accorder les chances d'opportunités égales à tous les citoyens, pour que chacun puisse exécuter ce dont il est capable en paix, en tranquillité, et d'être encouragé, et en retour de bénéficier des services de l'État parce qu'il aura contribué à la croissance économique. Alors, nous allons... pas question de dire donner à ça, ceci, donner. Il n'est plus question de donner. Tout le monde doit travailler. C'est de mériter. Voilà. La méritocratie. En fait, vous avez bien dit. Mais regardez le secteur de provenance des gens de cette équipe déjà. Ça rassure. Parce qu'ils proviennent de différents secteurs de la vie nationale. Et ça veut dire que maintenant, quiconque se trouve dans son coin en train de prester dans son domaine spécialisé, il est maintenant rassuré. Finalement, je suis valable, je peux aussi contribuer. Qu'est-ce que vous dites à vos collègues dans cette équipe gouvernementale? Je ne peux leur dire que de respecter les missions qui leur sont assignées dans le décret portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement. Par rapport à la redevabilité? Ils sont redevables dès que ils doivent répondre tous à l'obligation même de la décentralisation, qui est aujourd'hui vraiment un leitmotiv de ce gouvernement. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là pour le petit citoyen. Et par rapport à ceux qui ne donnent pas les informations aux journalistes et à la presse, la rétention de l'information. Ça, c'est dépassé. On ne peut ne pas donner les informations. Mais il faut donner, et il faut donner les informations, et ne donner que les informations par la lumière. Quand l'information n'est pas encore prête, vaut mieux ne pas la balancer au plateau, parce que ça déstabilise au lieu de stabiliser. Monsieur Jérôme, je suis en train de vous donner des informations. Je suis le porte-parole de l'État, et donc je suis supposé être au top de la communication gouvernementale. Donc, personne ne peut s'arroger ce droit de ne pas communiquer quand il le faut. Monsieur Jérôme, on a vu sur le terrain des commerçants qui vendaient à des prix comme ils le souhaitent. Une bouteille d'Amstel de 3500 est vendue à 20 000, à 18 000. Un kilo de haricots est vendu à un prix qui n'est pas officiel. Le kilo du sucre, c'est la même chose. Votre commentaire, où était l'administration là, pendant ce moment? Il y a ce qu'on appelle la quadrilogie. Et la quadrilogie, c'est l'administration, c'est la police, c'est la justice, mais c'est aussi le citoyen, la population, je veux dire. Et ici, chacun doit jouer son rôle. C'est une figure, c'est une complémentarité entre ces quatre sommets.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le policier essaie de jouer son rôle au niveau de la cardiologie, et que l'administration essaie de jouer son rôle, et que la police essaie de jouer son rôle, mais que la population ne joue pas son rôle, ça devient un problème. Figurez-vous, si vous avez, vous... Et s'il faut les hiérarchiser, c'est qui vient avant? C'est lui qui vient, c'est une figure géométrique, hein, avec 4 sommets. Je ne sais pas où vous allez commencer, parce que quadrilogie, prenez un carré avec 4 sommets, qui vient avant. Donc, mais ce qui est important, c'est que chacun sache le rôle qu'il doit jouer. Figurez-vous, le policier, il a beau être meilleur, il ne pourra jamais jouer le rôle du citoyen, de la population. La justice, elle a beau être équitable et efficace, et elle ne jouera jamais le rôle de la police. Vous voyez un peu comment c'est. Donc chacun a son rôle. Maintenant, figurez-vous un Massengo qui dispose d'une petite buvette sous la table, où une Amstel coûte 20 000 francs, et les gens qui viennent s'approvisionner régulièrement parce qu'ils ont de l'argent, c'est eux-mêmes qui cachent ça, pour qu'on ne sache pas que Massengo dispose de cette buvette informelle. Donc ça veut dire que ça ne pourra jamais trouver solution. Parce que même les gens qui sont censés dénoncer ce non-respect des tarifs de la Braloudi, ils sont en train de protéger ça. Donc ici, à son niveau, nous avons besoin de franchir encore un pas, ou de faire un pas vers l'esprit patriotique et comprendre c'est quoi l'esprit patriotique. Parce qu'en dénonçant un malfaiteur, vous avez contribué au succès. Et ça, c'est donc une éducation. Évidemment, le passé a laissé des séquelles et jusque-là, ça tarde à tarir, mais avec l'éducation, les gens doivent comprendre. J'ai une petite anecdote. Dernièrement, j'étais avec un commissaire provincial. Il m'a dit qu'il a arrêté une voiture de marque Probox. Et avec cette Probox, il a commencé à dire aux gens de sortir, de quitter la voiture. Il a compté 1, 2, 3, 4, 5, 21 personnes sont sorties de cette voiture Probox. Et le commissaire m'a dit, mais j'étais ébahi, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai recommandé, ou j'ai instruit à ces gens de retourner dans la voiture pour voir. Et ces personnes sont retournées dans la voiture. Et 21 personnes. 21 personnes dans une voiture de marque Probox. Et le chauffeur a fermé la porte. Et après, j'ai dit, bah, vous quittez, je dois punir ce chauffeur. Après, il m'a dit, imaginez-vous que ce sont les mêmes clients qui m'ont dit, même si vous voulez punir ce chauffeur, figurez-vous, il nous a aidés. Donc vous voyez comme les gens pensent qu'ils vous ont aidé, mais ils ont d'abord payé, ensuite ils n'étaient pas assurés en cas d'accident. Et ça que les gens tardent à comprendre, ce sont les risques qui viennent après. Donc ça veut dire que nous devons prendre conscience que dénoncer, c'est contribuer au succès de la bonne gouvernance. Jérôme Niyonzima, secrétaire d'État du Burundi, vous êtes porte-parole du gouvernement du Burundi. Nous allons clôturer l'émission. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et je suis prêt, même si demain ou après-demain, il était question de venir discuter des questions de l'heure. Si j'ai du temps, je suis disposé. Et voilà, nous souhaitons la bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale. La population attend de vous beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir.